Mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le président de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, monsieur le maire de Vannes, je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Vannes, à l'Université Bretagne Sud, pour ce colloque de la conférence des présidents d'universités consacré à l'autonomie des universités avec un point d'interrogation à la fin. Voilà. Et je laisserai la parole tout à l'heure au président de la CPU, Gilles Roussel, et puis au président de l'UBO, Mathieu Gallou, pour mettre en perspective et en contexte ce colloque. Et je vais surtout parler de l'Université Bretagne Sud, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider, pour vous dire quelques mots de notre université. Je n'ai pas droit à des PowerPoint, donc je vais essayer de faire ça de façon quand même assez rapide et intéressante. Alors, juste pour vous brosser le tableau de l'Université Bretagne Sud, c'est à peu près 9600 étudiants, plus de 900 personnels. Université jeune, mais comme certaines d'entre vous ici, créée dans les années 90, nous c'est 95, dans des villes de taille moyenne, voilà, et avec deux sites principaux, Vannes et Lorient, et deux présidences, une à Vannes et une à Lorient, et puis aussi un petit site à Pontivy. Alors, je ne sais pas si je dois dire que l'université est bicéphale, bipolaire, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous oblige à une dynamique, à une agilité tous les jours pour conserver le lien, faire en sorte que ça fonctionne entre les équipes à travers des déplacements réguliers, la visioconférence, etc. Donc c'est une organisation un peu particulière, mais que connaissent aussi certains d'entre vous, qui n'est pas facile tous les jours, mais auquel on s'habitue. L'Université Bretagne Sud, c'est aussi une université pluridisciplinaire, voilà, sans la composante santé, j'allais dire pour le moment, sans la psycho, sans la socio, sans le sport, donc voilà. Donc on n'a pas de gros bataillons d'étudiants et nous avons 6 composantes, 3 facultés, une de lettres et sciences humaines, une de sciences et sciences pour l'ingénieur, et puis une de droit, économie, gestion, 2 IUT et une école d'ingénieur. Donc voilà, et puis vous pouvez le voir, nous avons la chance d'avoir un parc immobilier assez intéressant, assez moderne, ils ne sont pas tous comme ici, ce bâtiment a quelques années, pas beaucoup, mais c'est vraiment des conditions de travail agréables qui, j'espère, nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. Je dis souvent que je suis fier de mes collègues, je voudrais le redire aujourd'hui. Je suis vraiment très très fier de mes collègues parce que si nous réussissons à avoir de bons taux d'insertion professionnelle, si nous réussissons à avoir des bons pourcentages d'alternance, si nous réussissons à être performants en recherche, c'est grâce à mes collègues. Et donc les réussites que nous pouvons avoir, elles sont collectives. Et je profite vraiment de cette occasion pour le dire. Je le dis à chaque fois au vœu, mais je dis aussi devant vous. Comme toutes les universités, nous nous posons des questions. Nous posons des questions comme pour qui travaillons-nous? Pourquoi faire? Quelle est notre place? Et puis, nous tentons aussi, bien sûr, de répondre à ces questions. Et comme toutes les universités, nous devons aussi trouver des équilibres. Des équilibres entre les missions générales de service public et puis la question de la différenciation, de la spécialisation. Nous devons trouver des équilibres entre notre vocation nationale et internationale et aussi des intérêts territoriaux. Nous devons trouver des équilibres entre des intérêts de l'université, les intérêts de l'université, et puis les intérêts des composantes, des laboratoires. Et nous devons aussi trouver un équilibre entre idéalisme et pragmatisme. Et donc c'est en essayant de répondre à ces questions et de trouver ces équilibres que nous avons bâti une stratégie, notre stratégie de développement. La réussite des étudiants, l'insertion professionnelle et le développement de l'alternance fait partie des axes prioritaires de l'établissement. C'est à la fois notre histoire et c'est aussi un enjeu de société. Et puis, surtout, nous avons aussi défini 4 priorités thématiques qui ne sont pas nées comme ça, qui ont pris pas mal d'années, finalement, à la fois de cartographie de nos compétences, à la fois d'études de l'écosystème, et puis aussi grâce à un fonds d'amorçage que nous avons utilisé. Nous avons mis à peu près 1 million d'euros sur 3 ans
sur certains projets transversaux il y a quelques années pour essayer de dégager des dynamiques. Et aujourd'hui, nous avons 4 thématiques prioritaires. Vous verrez ça à travers des panneaux à l'extérieur. Et vous verrez ça aussi à l'intérieur, d'ailleurs, avec des photos ou bien des ateliers d'étudiants et de collègues. Alors, une thématique qui est celle de la cyberdéfense, cybersécurité. Il y a 7-8 ans, on n'était pas légitime du tout. Voilà. Et puis nous avons commencé il y a 7-8 ans, et aujourd'hui je peux dire que nous sommes légitimes, avec une démarche très volontariste de recrutement d'enseignants-chercheurs avec des profils particuliers, et aussi de développement de formation, d'intégration dans l'écosystème, sachant que la cyber est à la fois une opportunité puis un enjeu de souveraineté nationale, pas seulement pour les données personnelles, mais aussi de souveraineté nationale. C'est important de le dire devant vous. Une deuxième thématique qui est aujourd'hui une priorité, c'est celle de la mer et du littoral. Et je dis souvent que l'université Bretagne Sud est une université maritime et littorale qui s'ignore et qu'on ignore. Et donc, aujourd'hui, nous menons un travail, enfin, il dure depuis pas mal de temps, à la fois de mise en synergie et de mise en visibilité de ces activités. C'est ainsi que nous avons créé un institut citoyen d'études maritimes et littorales que nous avons appelé Archipel. Et nous signerons demain l'appel qui s'appelle Océan bien commun de l'humanité, en présence de la ministre. Troisième thématique prioritaire aussi à l'établissement, c'est les matériaux avancés, notamment composites et biosourcés. Nous disposons, plutôt à Lorient, d'un bel équipement, un plateau technique, avec des équipements de pointe. Nous travaillons avec des entreprises de haute technologie dans le domaine, notamment dans la course au large, et nous faisons à la fois de la recherche et du transfert. Puis la dernière thématique prioritaire, mais qui n'a pas le même degré de maturité, donc qui va prendre un peu plus de temps, c'est celle de la science des données. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, pas mal de chercheurs dans le domaine. Il reste aujourd'hui à mettre tout cela en musique, notamment à un moment où la question de l'intelligence artificielle est clairement posée, pas seulement en France, mais aussi ailleurs. Et donc il va falloir trouver, évidemment, notre voie là. Et puis, sur la science des données, mais aussi sur la cyber et d'autres thèmes, nous sommes aussi aidés par une fondation. Nous avons relancé notre fondation il y a quelques années. Et donc, nous avons aussi des chaires partenariales qui nous aident aussi pour bâtir cette stratégie. Voilà brossé à gros traits le portrait de l'UBS. Et pour finir, je voudrais remercier les équipes de la CPU et de l'université qui feront en sorte que ce colloque annuel de la CPU soit une réussite. Donc je nous souhaite des débats intéressants, des débats fructueux, et puis je vous souhaite aussi à tous un très beau séjour à Vannes. Voilà, je passe la parole maintenant à Gilles. Merci Jean, merci Gilles. Merci Jean. Donc, je ne sais pas s'il est arrivé, Madame le recteur de la région académique de Bretagne, chère Armande, Monsieur le président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Monsieur le maire de Vannes, Monsieur le président de l'Université de Bretagne Sud, cher Jean, Monsieur le président de l'Université de Bretagne Occidentale, cher Mathieu, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus, chers et chers amis. 10 ans, ça fait 10 ans que la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU, votée en 2007, a permis aux premières universités françaises de devenir en 2009 autonomes dans la gestion de leur budget, le management de leurs ressources humaines et la détermination de leurs choix stratégiques. Les dernières universités étant devenues autonomes en 2013, il y a à peine 6 ans. En 10 ans, dans un contexte de plus en plus international, les établissements se sont appropriés les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ont su définir leur propre stratégie. Leur gouvernance et leur fonctionnement sont devenus plus fluides. Le pilotage a fortement progressé. Ils se sont appropriés les outils de gestion comptable et financière.
ils ont pris en charge la gestion des ressources humaines. Quelle révolution! Pourtant, nous restons à la traîne du classement de l'EUA concernant l'autonomie des universités en Europe. À l'heure où, internationalement, l'autonomie est perçue comme le meilleur levier de l'amélioration de l'efficacité de l'enseignement supérieur et de la recherche, ceci nous interpelle sur le chemin qu'il nous reste à parcourir. Cette interrogation n'est pas nouvelle, puisqu'en 2001 déjà, la CPU consacrait son colloque à l'autonomie. Les réflexions que certains partageaient déjà, merci à ceux qui sont encore présents, quelques années avant la loi, portaient sur le développement local, les évolutions organisationnelles, la liberté d'initiative. Elle portait aussi sur les leviers et les instruments de cette autonomie, et notamment une clarification des rôles entre université et État. La loi LRU, dans le prolongement de la loi de 2006 sur la recherche, les présidents d'université l'ont voulu, puis l'ont soutenu. Elle fait écho aux propositions de la CPU pour éviter l'éparpillement des forces et la concurrence entre écoles, universités et organismes, pour rompre avec les habitudes du contrôle et de la contrainte administrative, pour fluidifier notre fonctionnement, et ce, dans un contexte européen et mondial qui nous isolait, nous rendait moins visibles et moins attractifs, moins compétitifs en matière de recherche et de formation. Aujourd'hui, ce n'est pas encore l'heure des bilans, ce serait prématuré. 10 ans, c'est long pour le temps politique, mais c'est peu au regard des missions qui sont les nôtres. C'est néanmoins le moment de faire un point d'étape, parce que nous voulons dire combien les universités ont évolué. Elles constituent une force considérable en termes de formation, avec plus d'1,6 million d'étudiants, et elles représentent la première force de recherche publique en France. Nos débats viseront à identifier où il est pertinent d'approfondir le processus d'autonomie, où nous devons consolider l'existant et où nous avons encore des marges de manœuvre à exploiter. Il est important avant tout de souligner les progrès accomplis. Nous nous sommes modernisés. La mise en place des responsabilités et compétences élargies a en effet professionnalisé les universités. En matière de ressources humaines, par exemple, nous sommes passés d'une gestion administrative du statut des personnels à un accompagnement individuel des personnes. Les équipes présidentielles et les services sont montés en compétences et nous avons intégré de nouveaux métiers. Nous avons changé nos organisations pour développer un pilotage stratégique et opérationnaliser nos décisions. Nous élaborons les projets scientifiques de nos établissements, nous adossons aux nouveaux dispositifs et en développant les partenariats. Notre offre de formation, quant à elle, est davantage en phase avec les évolutions économiques et professionnelles, les besoins en emploi, en particulier au niveau local, et avec les attentes des étudiants. Je pense par exemple à nos efforts constants d'adaptation pour répondre au mieux à l'émergence de nouveaux métiers. Les étudiants plébiscitent l'université, et pas par défaut, comme nos détracteurs parfois le disent. Nous accueillons tous les bacheliers qui le souhaitent, avec le souci de les orienter et de les conduire vers la réussite. Nous offrons une diversité de filières qui n'existe nulle part ailleurs, et nos résultats en matière d'insertion professionnelle sont très bons. Nous répondons aussi aux attentes citoyennes et sociales de nos étudiants. La création systématique de postes de vice-président étudiant garantit par exemple leur représentation dans la gestion de l'établissement. La vie de campus s'est développée avec la multiplication des centres de santé, des services culturels et sportifs, et plus récemment de budgets participatifs ou de régimes spécifiques d'études pour les étudiants salariés, engagés ou élus. Nous nous sommes enfin fortement engagés pour le développement de l'entrepreneuriat étudiant. En à peine 10 ans, c'est donc une véritable révolution qui s'est opérée. Mais si nous sommes réunis ici aujourd'hui et demain, c'est aussi pour nous projeter dans l'avenir. Il faut tout d'abord réaffirmer que notre autonomie doit être préservée. En effet, certaines décisions du gouvernement ou du Parlement peuvent directement ou indirectement la remettre en cause. Nous restons également vigilants sur la question des moyens. Le premier point concerne la priorité donnée par l'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. L'université est depuis des années le parent pauvre de la dépense publique,
dans un contexte de forte augmentation du nombre d'étudiants. C'est un signal négatif envoyé à la jeunesse et à la société tout entière. Certes, la loi de 2007 a donné aux universités la possibilité de renforcer leurs fonds propres en prospectant pour des financements auprès de partenaires publics et privés, via notamment du mécénat dans le cadre de fondations. Mais ce sont souvent des ressources fléchées et cela ne peut pas compenser le désengagement financier de l'État. Nous avons donc particulièrement apprécié l'annonce d'une loi de programmation pluriannuelle de la recherche dont nous souhaitons qu'elle nous permette d'avoir plus de visibilité sur nos moyens à moyen terme. Nous serons attentifs à ce que les universités soient aux côtés des organismes et des écoles au cœur du dispositif. La répartition des moyens est également un sujet de débat. Depuis quelques années, la régulation de l'enseignement supérieur et de la recherche se concrétise trop systématiquement et exclusivement par un financement à travers des dispositifs concurrentiels et des appels à projets. Si cette politique devient trop exclusive, elle est susceptible de renforcer les inégalités au moment même où la question de l'aménagement des territoires est de nouveau au cœur de l'actualité. C'est aussi la relation entre les opérateurs de l'État et notre ministère de tutelle qui doit être questionnée. L'autonomie doit nous placer comme interlocuteurs et non comme simples exécutants. Avec un État parfois plus prescripteur que stratège, la confiance réciproque s'érode et de nombreuses interrogations sur l'avenir du service public de l'enseignement supérieur et sur la finalité même de l'université se posent. La multiplication des circulaires trop prescriptives tend à faire des universités de leviers et non des acteurs responsables ayant des comptes à rendre. Tout ne peut pas être décidé rue Descartes, il faut laisser de la place pour la prise en compte des spécificités de chaque établissement et de leur territoire. Si notre autonomie nous a délégué des compétences, elle a aussi renforcé nos responsabilités. Avec la loi LRU, l'ensemble des élus sont responsables des décisions qu'ils prennent et notre politique est évaluée régulièrement par une instance indépendante, le HCRS. Pour l'ensemble de nos missions, qu'il s'agisse de la formation, de la recherche, de l'orientation, de l'insertion professionnelle, de la diffusion de la culture scientifique et technique, de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de la coopération internationale, les marges de manœuvre qui nous ont été accordées doivent être garanties et renforcées. De notre côté, nous pouvons aussi parfois faire plus et mieux. Il faut poursuivre la logique des parcours personnalités de formation de nos étudiants, encourager et valoriser les innovations pédagogiques, garantir de nouvelles modalités d'accès à l'enseignement supérieur. Nous devons aussi continuer à être attractifs pour les enseignants-chercheurs, en reconnaissant mieux et davantage dans leur progression de carrière leur investissement dans l'établissement, leur capacité d'innovation, leur engagement pédagogique. Tout cela ne peut relever exclusivement des CNU et du niveau national. Il nous faut de plus assouplir les modalités de pilotage des projets de recherche en lien avec les organismes et mettre de la cohérence dans le développement de nos partenariats européens et internationaux. Dans certains domaines, l'autonomie doit permettre aux universités de montrer l'exemple, d'être exemplaires. En matière d'entretien et d'investissement dans le patrimoine durable, de la transition énergétique, d'égalité hommes-femmes, de responsabilité sociale des universités, les progrès sont réels, mais encore trop lents. Nous devons miser davantage sur les atouts des écosystèmes dans lesquels nous nous inscrivons pour créer des territoires apprenants, responsables et participer ainsi à leur attractivité. Il est donc indispensable d'associer davantage et mieux aux évolutions en cours et à venir par des partenariats fructueux, les collectivités territoriales et le tissu économique, qu'il s'agisse des entreprises ou des associations. Transition numérique, climat, sécurité, vieillissement, éducation, démocratie, égalité, les défis à relever collectivement sont nombreux. C'est ensemble que nous pourrons y faire face efficacement. L'autonomie donne aussi l'occasion de développer des protocoles de recherche participative et citoyenne. L'ancrage territorial des universités est, avec leur diversité et leurs caractéristiques propres, une force incontournable. Réaffirmer notre rôle d'université citoyenne passe aussi par la consolidation des valeurs démocratiques et le renforcement de leur expression. Le contexte national actuel témoigne de la nécessité de tels choix.
Nous devons être précurseurs en matière de démocratie participative. On le voit, l'autonomie n'est pas une bureaucratie décentralisée, c'est une vision, un projet de long terme pour mettre la recherche, la formation et l'innovation au service de notre société. C'est ainsi que nous envisageons ces 2 journées. Je souhaite pour terminer remercier l'Université de Bretagne Sud de nous accueillir pour ces 2 jours, ainsi que la ville de Vannes et la communauté d'agglomération. Remercier également Mathieu Gallou, qui a assumé la responsabilité de son organisation, et l'ensemble des chargés de mission et conseillers de la CPU, qui en sont les chevilles ouvrières. Merci également aux partenaires fidèles de la CPU, que sont la Caisse des dépôts et consignations, et particulièrement la Banque des Territoires, le groupe Banque Populaire, la MGEN et la Maïf. Mesdames et messieurs, je vous remercie chaleureusement pour votre présence et je nous souhaite un excellent colloque. Merci à toutes et à tous. Mathieu. Madame le recteur, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Monsieur le maire, Monsieur le président de la CPU, cher Gilles, Monsieur le président de l'Université de Bretagne Sud, cher cousin Jean. Oui, c'est une affaire assez bretonne, vous l'aurez compris. Chère présidente, chers présidents, chers collègues et amis, chers invités, Gilles l'a rappelé, ce n'est pas la première fois que le colloque annuel de la CPU porte sur l'autonomie et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui quelques grands témoins du colloque de 2001, qui est le dernier qui y fut consacré, même si l'un de nos invités d'aujourd'hui me disait l'autre jour que, bizarrement, chaque année, finalement, la CPU s'ingéniait pour parler d'autonomie à l'occasion de son colloque annuel, quel qu'en soit le thème officiel. Cette fois-ci, en tout cas, les choses sont claires. Mais en quoi est-ce différent cette année? Gilles y a beaucoup fait allusion, à la fois de 2001 et puis de ces années où peut-être nous parlons d'autonomie à l'occasion du traitement d'une thématique. Alors vous aurez noté bien sûr le point d'interrogation final, résultat de longues discussions qui auront tour à tour permis de vous éviter comme titre « Autonomie, point d'interrogation, vous avez dit autonomie », voire le tonitruant « Autonomie, autonomie, est-ce que j'ai une d'autonomie ?» Toute référence cinématographique qui, nous a-t-on dit, risquait de manquer leur cible, et notamment le jeune public très présent parmi nous. Alors, nous parlerons d'autonomie avec ce point d'interrogation, d'abord parce que Gilles l'a abondamment rappelé, cela fait une décennie que l'on dit des universités qu'elles sont autonomes, et que nous avons donc, sinon une définition très précise à ce jour de la notion, mais peut-être ce colloque va-t-elle permettre de la produire, du moins une expérience des différents leviers qui peuvent et doivent constituer les conditions de l'autonomie. Et c'est pourquoi j'y insiste, nos travaux pendant ces 3 demi-journées n'ont surtout pas vocation à faire seulement œuvre d'historien du temps présent ou du moins de ce passé récent de la décennie, ni à se contenter d'énumérer des flashbacks ou des anecdotes. Si nous souhaitons parler d'autonomie aujourd'hui, et Gilles y a insisté fortement, si nous souhaitons mettre cette notion en question, c'est bien pour nous projeter sur la décennie qui vient, c'est bien pour formuler des propositions, de même que le colloque de 2001, justement, avait en son temps avancé des idées qui, pour bon nombre d'entre elles, ont été reprises par la suite, et bien sûr, notamment dans la loi de 2007. C'est aussi pourquoi nous avons tenu, dans l'alternance habituelle entre les ateliers et les tables rondes plénières, à insister sur cette dimension prospective et à solliciter de chacun de vous une participation réellement active. En effet, les conclusions, je vous l'annonce, ne sont pas encore rédigées. Nous avons donc du travail. Et ainsi, lors des 3 thématiques, je vous y invite, et l'ensemble des animateurs et des responsables de thématiques et des animateurs d'ateliers y insisteront aussi, nous avons à cœur d'évoquer en particulier l'avenir sur la base de l'expérience dont nous sortons pour une bonne part dans cette décennie, mais surtout pour nous projeter en 2030 et peut-être vers une nouvelle étape de l'autonomie. Alors dans un premier temps, cette matinée, nous avons souhaité interroger l'articulation entre la notion générale d'autonomie et les différentes missions qui nous incombent à tous en tant qu'opérateurs de l'État, les missions qui sont inscrites dans le Code de l'éducation. Ensuite, il nous a semblé important de marquer le fait que l'affirmation de l'université comme acteur autonome impliquait une réflexion
vis-à-vis de ses partenaires, qu'il s'agisse du cadre des politiques territoriales, qu'il s'agisse des liens avec les milieux socio-économiques, qu'il s'agisse de la question plus globale de l'environnement de l'université. En effet, si on peut dire, pour parier un proverbe, aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autonomie dans l'abstrait, mais des preuves de l'autonomie, vous serez conduit à vous interroger sur ces leviers pratiques, enfin, à conserver, à accroître, à développer davantage. Ces leviers pratiques de l'autonomie qui concernent nos outils de pilotage, qui concernent bien sûr aussi la question de nos ressources, mais je pense que c'est une question qui viendra spontanément aux lèvres de bon nombre de présidents et de témoins parmi vous. Demain matin, enfin, après cette grande journée, nous aurons l'honneur d'écouter l'intervention de Madame la Ministre en début de matinée, puis de faire le point lors d'une dernière table ronde sur justement les éléments saillants de la réflexion du jour, puis d'écouter deux regards croisés importants quand on se rappelle les grands moments législatifs, puisqu'il s'agira de M. Christophe Krassel d'abord, puis de Mme Valérie Pécresse, et enfin, bien évidemment, c'est notre président Gilles Roussel qui aura le plaisir de conclure ce colloque. Pour ma propre conclusion, et puisque nous avons déjà pris un petit peu de retard, cher Bernard, je serai bref, mais je tenais vraiment à remercier, en tant que coordonnateur de l'organisation du programme de ce colloque, remercier d'abord tout le staff de la CPU, les permanents, les chargés de mission, puisque, ayant découvert ce rôle, j'ai découvert aussi à quel point tout ceci n'avait de sens et ne pouvait être mis en musique que grâce à cette équipe extrêmement imaginative et efficace. Donc merci pour votre intense activité, pour les compétences sans lesquelles la conférence en général et ce colloque n'aurait aucune vie réelle. Et je citerai, alors, tout le monde, on pourrait faire la liste de l'ensemble des permanents qui y contribuaient, mais en particulier, bien sûr, Tania Martins, Joanne Ferridelli, Xavier Tessèdre, pour tout le travail aussi. N'hésitez pas à aller voir sur le site les différentes vidéos que les universités ont fait remonter et qui ont été mises en musique par Xavier. Jean-Émile Gombert, bien sûr, qui m'a apporté une aide considérable. Bernard Saint-Giron, mais nous aurons l'occasion de le remercier au cours des 2 jours, puisqu'il est le maître du temps. Merci aussi aux présidentes et présidents qui ont pu prendre le temps de participer à l'élaboration du programme que je viens de vous présenter et que nous allons faire vivre pendant ces 3 demi-journées. Je remercie enfin, bien sûr, le conseil d'administration et le bureau de la CPU pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me confiant justement cette lourde tâche de coordonner, et vous en serez juge, la réalisation du menu de nos nourritures intellectuelles. Quant aux nourritures terrestres, ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas sous ma responsabilité, mais sous celle du Crous, bien évidemment, ce qui devrait vous rassurer. En attendant, je nous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque, et je repasse la parole à Bernard pour justement que ce menu vous soit décliné. Je vous remercie.